Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questionner l'Europe. Collection dirigée par Bruno Pequignot. Les questions européennes sont aujourd'hui au centre de la vie sociale, économique, culturelle et politique en France comme dans l'ensemble des pays qui participent à l'Union européenne, ou non. Cette collection accueille des ouvrages qui contribuent et participent aux débats et controverses sur ces questions. Déjà paru. Alain Favalletto, Allemagne, la rupture? Remarque sur le NE nationalisme allemand, 2013. Patrice Aubert, un projet pour l'Europe. Plaidoyer pour une refondation, 2013. Thomas Dupont-Federici, la désunion européenne. Pourquoi ça ne marche pas, 2013. Remerciements. Je tiens à remercier Madame Juliette Lelieur d'avoir accepté de diriger mon travail, de m'avoir aidé et dans le même temps laissé une grande liberté dans la réalisation de mon mémoire. Je remercie Juliette Lelieur et Carole Nivard pour leurs remarques dont j'ai pris compte pour modifier et compléter mon travail après la soutenance. Je voudrais remercier les organisateurs du Master Erasmus Mundus de l'Université de Rouen, ainsi que tous mes enseignants et professeurs, du primaire à l'enseignement supérieur compris, qu'ils fussent français, polonais, portugais ou lituaniens. Il me paraît important de signaler qu'ALTEREU a été une grande source d'information. Ainsi je rends hommage au travail effectué par ses membres. Il en est de même pour le travail de l'OCDE et de la Commission de réflexion et de prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Plus largement, je suis reconnaissant à toutes les sources citées dont je me suis inspiré. Avant-propos. Il est souhaitable d'apporter quelques précisions relatives à l'actualité du sujet, avant l'exposé des développements. Ces précisions portent sur le droit positif français et le statut des fonctionnaires de l'UE. Le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, déposé le 24 avril 2013, a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2013, tas numéro 208. Il prévoit des dispositions modifiant la législation en vigueur et des nouveautés qui intéressent les développements présents dans l'ouvrage. Ainsi, des éléments s'y trouvant pourraient d'ici peu ne plus correspondre à la réalité du droit positif futur. En effet, le projet de loi, dans son article 2, définit le conflit d'intérêts comme suit: toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Est prévue la création d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui se substituera à la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Le délit de pantouflage prévu à l'article 432-13 du Code pénal subirait une modification allant, d'une part dans le sens d'une aggravation de la peine encourue, article 28 al. 1. D'autre part, il serait étendu aux membres du gouvernement et aux titulaires d'une fonction exécutive locale, article 28 al. 2. Cette extension paraît amplement justifiée tant il semble difficile d'expliquer pourquoi seuls les fonctionnaires sont soumis à une telle disposition. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 pour contrôler la constitutionnalité de ce projet de loi, affaire numéro 2013 A675 DC. Il faudra donc attendre sa décision pour connaître l'étendue définitive de la réforme prévue. Il faut ajouter que le Parlement européen a donné sa position le 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil européen modifiant le statut des fonctionnaires de l'UE, P7-BATA 2013, 0287. L'article 16 de ce statut, qui énonce la règle sur le pantouflage des fonctionnaires, serait modifié par l'adjonction d'une interdiction de l'activité de représentation d'intérêts pendant les 12 mois suivant la cessation des fonctions. Cette interdiction concernerait les membres du personnel d'encadrement supérieur. Ce développement juridique ne peut que conforter l'intérêt du travail présenté dans cet ouvrage relativement aux agents de la Commission européenne. En effet, il souligne la nécessité d'apporter des solutions aux problèmes du conflit d'intérêts et du pantouflage. Et dès lors confirmer le caractère actuel d'un tel sujet. Introduction. La Commission européenne a par le passé reçu un certain nombre de critiques.
Le point culminant de la défiance vis-à-vis de cet organe peut être situé au moment où les accusations de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme ont entraîné la démission du Collège des commissaires le 16 mars 1999. Le 14 janvier 1999, le Parlement européen, par la résolution sur l'amélioration de la gestion financière de la Commission, avait demandé la création d'un comité d'experts indépendants pour vérifier les allégations de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme à la Commission européenne. Cette initiative du Parlement intervenait dans une situation où ces accusations des médias et de certains parlementaires européens constituaient une forte pression sur la gestion financière de la Commission et sur son fonctionnement. Les résultats accablants du rapport conduisirent la Commission Santer, du nom de son président Jacques Santer, à démissionner. Aujourd'hui, le pantouflage concentre une partie des reproches faits à la Commission. Le terme pantouflage est tiré du jargon de l'école polytechnique, où la pantoufle était le prix à payer à l'État pour quitter son service. Il est appelé revolving door en anglais ou puerta giratoria en espagnol, dont la traduction littérale est porte tournante, signifiant de manière imagée le passage du secteur privé au secteur public. Au Japon, le terme utilisé est celui d'amakudari, descente du ciel. Les termes ainsi usités révèlent la particularité du phénomène, et surtout, il peut être permis de penser qu'ils sont l'expression de la zone grise dont il est question lorsqu'est évoqué le pantouflage. En effet, la migration des fonctionnaires vers le secteur privé fait naître un certain nombre de suspicions sur les conditions de ces départs. Le pantouflage a récemment suscité un regain d'intérêt quant à son encadrement juridique et à la gestion de son contrôle par la Commission européenne. En effet, une certaine inquiétude s'est faite jour lorsque d'anciens agents de la Commission européenne quittèrent leurs fonctions pour rejoindre le secteur privé. Une partie des médias a fait état de la thématique du pantouflage en ce qui concerne les agents de la Commission européenne. Surtout, c'est une étude d'ALTEREU qui a attiré l'attention sur cette question sensible. Dans ce travail, il est notamment présenté une liste de 15 hauts fonctionnaires de la Commission européenne, pour qui le passage du secteur public vers le secteur privé serait susceptible de créer un conflit d'intérêts. Ainsi, des membres du Parlement européen ont repris cette étude à l'appui d'une question parlementaire destinée à la Commission européenne. L'objet de cette question était d'obtenir une réponse sur la manière dont la Commission gère les conflits d'intérêts liés au pantouflage. L'intérêt porté au contrôle du pantouflage dépasse le cadre de la Commission européenne. L'Agence européenne des médicaments, EMA, la Banque centrale européenne, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, et le Parlement européen font aussi l'objet d'interrogations. Si le questionnement sur le pantouflage vise les institutions de l'Union européenne, il faut noter qu'au niveau national le pantouflage emmène dans son sillage des préoccupations récurrentes. En France, le rapport de 2000 du Service central de prévention de la corruption recense des coupures de presse faisant référence au pantouflage. 10 années plus tard, le halo de suspicion entourant le pantouflage est toujours d'actualité. L'Europe n'est pas le seul continent où le pantouflage pose des questions. C'est le cas également aux États-Unis et au Japon. Ainsi, il existe une préoccupation d'envergure mondiale vis-à-vis du pantouflage. Pour mettre en évidence le caractère international du sujet, il peut être fait référence aux organisations internationales qui y ont consacré des travaux. C'est le cas du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. De fait, ce problème existant et récurrent a conduit à un travail, que cela soit sur le plan national ou international, pour appréhender ce phénomène particulier du pantouflage. Que recouvre alors la pratique du pantouflage ? Le pantouflage se définit comme le passage d'un agent public, du secteur public, vers le secteur privé. Il peut poser problème lorsqu'il y a un lien entre les fonctions occupées dans le secteur public et le nouvel emploi dans le secteur privé. Toutefois, il existe un processus inverse qui conduit une personne à intégrer le service public quittant ainsi le secteur privé, le pantouflage inversé. Il est intéressant de noter que le terme anglais de revolving door réunit sous ce même vocable pantouflage et pantouflage inversé. Encore est désigné comme rétro-pantouflage, le fait pour une personne de quitter le secteur public pour travailler dans le secteur privé,
puis par la suite de retourner dans le secteur public. C'est précisément lors de ces phases qu'apparaissent les zones grises favorisant les manœuvres frauduleuses. Quels sont alors les risques liés au pantouflage ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'aborder le pantouflage dans la perspective du conflit d'intérêts dont il est un possible révélateur. Ce choix s'explique par le fait que le conflit d'intérêts peut embrasser un très large spectre de situations. Ainsi, une vue plus complète des risques peut être apportée. L'OCDE présente les 3 moments durant lesquels ces risques se produisent. À chaque période correspond un ou des risques particuliers. Il y a d'abord le moment durant lequel l'agent public est investi d'une fonction publique. Cet agent public peut être amené à entrer en négociation avec son ou ses futurs employeurs pour discuter de son éventuelle embauche et des conditions de celle-ci. Le conflit d'intérêts consiste alors pour l'agent public à orienter la manière de se décharger de ses fonctions publiques, d'une façon à assurer un traitement préférentiel au futur employeur. L'agent est ainsi guidé par son intérêt personnel, intérêt pécuniaire par exemple. Puis, il y a le moment où l'agent public a cessé ses fonctions de manière définitive ou temporaire. Dans cette situation, l'agent peut utiliser les contacts de son ancienne administration en faveur de l'entité privée qu'il emploie, et indirectement ou directement en faveur de son intérêt personnel, par exemple pour obtenir un contrat, éviter des opérations de contrôle. Ces contacts peuvent s'avérer utiles pour exercer des activités de lobbying auprès de ses anciens collègues, pour influencer telle ou telle décision ou position. L'autre risque associé à cette situation réside dans la possibilité qu'un ex-agent public utilise les informations exclusives, insider informations, antérieurement acquises dans l'administration à des fins privées. Il pourrait y avoir des problèmes en matière de concurrence. En effet, la personne amenée à quitter le service public emmène avec elle un certain nombre d'informations susceptibles d'avantager tel ou tel acteur économique privé au détriment d'un autre. Or, dans un marché concurrentiel, les opérateurs économiques sont réputés être placés sur un pied d'égalité faute de quoi il y aurait distorsion de la concurrence. Cela peut être le cas lors de passation de contrats de la commande publique. En France, le favoritisme fait l'objet d'une récrimination pénale. Il s'agit du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics, article 432 à 14 du Code pénal. Le délit consiste pour l'agent public à procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics. Cette disposition a un but particulier, garantir une saine concurrence entre les entreprises, tout en permettant à la collectivité de bénéficier du meilleur service ou du meilleur produit au prix le plus avantageux. Le risque de Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.